Tu te souviens de ces étés où tout semblait possible? Les après-midi qui n'en finissaient pas, les cris d'enfants, le plastique chaud et les doigts collants pleins de Mr Freeze. Oui, on vivait dehors, on vivait fort et surtout on jouait. Mais ce que personne ne nous disait, c'est que parmi tous ces jouets colorés, certains étaient de véritables pièges. Des objets créés pour nous amuser, mais qui ont envoyé plus de gamins à l'infirmerie qu'un tournoi de judo mal encadré. Très souvent, ça commençait par un bruit sec. Un crack, un enfant qui hurle, un parent en panique, un été foutu et une clavicule qui s'en souvient encore. Pendant des années, ces jouets ont été vendus légalement, dans les rayons des grandes surfaces, sous licence officielle, parfois même avec des pubs en plein milieu du Club Dorothée. La pub, moi je suis comme les copains, j'adore. Mais l'un d'entre eux a été interdit pour homicide involontaire et un autre contenait un poison mortel vendu en toute légalité. Vous ne rêvez pas, aujourd'hui on rouvre ce coffre à jouets, parce que si tu as grandi dans les années 80, 90 ou 2000, tu vas probablement reconnaître certains de ces pièges déguisés en souvenirs d'enfance. Alors abonne-toi maintenant si ce n'est pas déjà fait, installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir ce qu'on t'a laissé utiliser sans jamais te dire à quel point ça aurait pu très mal finir. Certaines figurines des années 90 ont marqué nos souvenirs d'été à jamais. Et d'autres ont carrément mis le feu à la maison, littéralement. C'est l'histoire d'un jouet coloré, vendu en toute légalité, et surtout inspiré d'un dessin animé écolo. Captain Planet. Le jeu favori de Duke Nukem déclenchait des catastrophes nucléaires. Pour l'arrêter, les planétaires avaient le pouvoir des anneaux magiques et un solide ami, Captain Planet. Ensemble, ils allaient encore sauver la Terre. L'avenir dépend de toi et de Captain Planet. Ce jouet était donc censé apprendre aux enfants à sauver la planète, mais entre deux épisodes, il a allumé le feu à de la vraie moquette. Son nom, Wheeler, le planétaire du feu. Dans les années 90, la marque Tiger Toys commercialise une gamme de figurines à l'effigie des héros de la série, et parmi elles, une version de Wheeler avec un gadget interactif. Un mécanisme à étincelles intégré dans son torse. Une molette s'active et de vraies étincelles jaillissent du centre du jouet. Sur le papier, c'est fun. Dans la réalité, c'est plutôt dangereux, parce que très vite, les incidents vont s'enchaîner. Dans l'un des cas les plus emblématiques, un enfant joue avec Wheeler sur le tapis du salon, le tissu prend feu, les rideaux commencent à noircir, et les parents éteignent à temps, mais il reste une belle trace noire en plein milieu de la moquette. Dans un autre cas, un gamin utilise Wheeler dans sa chambre, près de son lit, un petit jet d'étincelle atterrit sur une couverture, le tissu fond, il fume, et commence à flamber. Il a donc fallu appeler les pompiers, parce que oui, ce jouet a provoqué de vrais incendies domestiques, documentés par les familles concernées, décrits dans des courriers aux services consommateurs, discutés dans des salons pour collectionneurs. Wheeler ne lançait pas seulement des étincelles, il lançait de véritables départs de feu. Et l'ironie, c'est que ça vient d'une figurine censée défendre la nature. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que ce genre d'incident était loin d'être isolé. Quelques mois plus tard, un autre jouet va provoquer un drame beaucoup plus médiatisé. Nous sommes en 1993, la Barbie Rollerblade fait fureur. Elle a des patins à roulettes qui produisent des étincelles quand on la fait rouler. Effet garanti dans la chambre, sur le carrelage, sur la moquette, jusqu'au jour où, en Floride, une petite fille décide de coiffer sa Barbie. Elle lui met de la laque sur les cheveux, et pour faire comme maman, elle utilise un peu de spray sur elle-même. Puis elle commence à jouer, elle fait rouler sa Barbie sur la moquette, les étincelles jaillissent, et là, ses propres cheveux vont s'enflammer. Elle hurle, sa mère accourt. Elle parviendra à éteindre les flammes, mais le visage de la fillette est brûlé, le cuir chevelu est atteint. L'accident est relayé dans la presse, les photos font le tour des journaux, et l'affaire choque l'opinion publique américaine. Cette fois-ci, il y aura des conséquences immédiates. Les Barbie Rollerblades sont retirés de la vente. On peut dire que parfois, ces jouets nous ont touchés dans notre chair. Et le candidat suivant est un cas lui aussi emblématique. Imagine, tu ouvres ton coffre à jouets un matin d'été, et là tu tombes sur deux énormes sabots en plastique montés sur des élastiques tendus comme des cordes à linge. C'est fluo, c'est rigide, c'est un peu effrayant. Et pourtant, tout est fait pour te faire croire que tu tiens entre tes mains le ticket d'entrée pour devenir un super-héros. Les Moon Shoes, le rêve des années 90. Un mix entre un trampoline miniature et des échasses pour Gremlins. Avec ça, t'étais censé rebondir, sauter, presque voler, et dans les pubs à la télé, les enfants avaient l'air super heureux. Ils rebondissaient dans tous les sens comme si la gravité avait été désactivée. Mais la réalité était un peu différente. D'abord, soyons clairs, marcher avec des Moon Shoes, c'est comme essayer de faire du roller sur des œufs. Ton pied est attaché à une plateforme instable, monté sur des sandaux trop tendus.
Et tout ça repose sur absolument rien de plat. Chaque pas est une négociation entre ton centre de gravité, ton équilibre et la loi de Newton. Et spoiler, Newton gagne à chaque fois. En réalité, les premières versions des Moon Shoes datent des années 50, mais ce n'est qu'à la fin des années 80 qu'elles sont relancées aux États-Unis par Nickelodeon et la marque Big Time Toys. L'idée est simple, surfer sur la vague des jeux fun et futuristes. Oui mais voilà, personne ne s'est réellement demandé si l'articulation d'un enfant de 8 ans était compatible avec ce genre de délire biomécanique. Résultat, les accidents ne vont pas tarder à arriver. Entorse, chute, cheville foulée, poignet cassé, le New York Times évoque même en 1992 une vague de consultations liées à des jouets à ressort. Et dans le lot, les Moon Shoes arrivent largement en tête. En 2002, l'association américaine Watch va les classer parmi les 10 jouets les plus dangereux de son histoire. Non pas parce qu'ils ont explosé ou qu'ils brûlent, mais parce qu'ils provoquent des blessures par un simple usage normal. Pas besoin de les démonter ou de les détourner. Juste de marcher avec, c'est déjà trop. En France, elles sont restées relativement confidentielles, mais on en trouvait parfois dans les catalogues de jouets club ou dans les solderies. Et si tu as eu un jour ces espèces de chaussures de l'enfer, tu te souviens probablement de deux choses. D'abord, elles étaient quasiment impossibles à enfiler, et dès que tu te lançais, tu perdais absolument toute dignité humaine au premier bond. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré les signalements médicaux, malgré les classements de sécurité, les Moon Shoes continuent de revenir régulièrement comme un boomerang tordu. Il existe encore aujourd'hui des versions modernes en vente sur Amazon, avec des matériaux plus souples, certes, mais le principe est le même. Faire rebondir un enfant de 30 kg sur des plateformes en plastique tendues par des élastiques. Autant dire, pas une très bonne idée. Sauf si ton objectif, c'est de renforcer ton service de traumatologie pédiatrique locale. Mais entre nous, est-ce que ça valait vraiment le coup de frôler la fracture pour faire le kangourou dans la cour du camping? Vous pensiez que c'était extrême? Attendez un peu de voir ce qu'on lançait dans les jardins, parce que dans les années 70 et 80, il y avait un jeu qu'on retrouvait dans tous les barbecues familiaux, toutes les fêtes d'école, toutes les arrière-cours. Un jeu qui ressemblait à de la pétanque, mais avec des missiles, les fléchettes de jardin, des projectiles de 30 cm de long, avec une pointe en acier trempé et des ailettes en plastique à l'arrière. L'objectif, les lancer en cloche pour les planter dans un cercle posé au sol. Un jeu d'adresse, à pratiquer pieds nus au milieu des enfants, entre le rosé et les merguez. Comment est-ce que ça pourrait mal tourner? Et ce que personne ne nous disait à l'époque, c'est que ces fléchettes n'étaient pas nées dans un magasin de jouets, mais dans les tranchées. Pendant la Première Guerre mondiale, les aviateurs utilisaient un type de projectile très similaire appelé fléchettes aériennes. Des petits dards d'acier d'environ 15 à 30 cm que l'on lâchait depuis les avions à la verticale, directement sur les tranchées ennemies. Pas d'explosifs, juste le poids, la forme et la vitesse. Un soldat britannique en 1915 les décrivait comme capables de traverser un casque, un crâne et de se ficher dans le sol. Les dégâts décrits par les médecins de l'époque sont terribles, mais ils vont très vite être mis de côté face au développement des bombes aériennes. Et à peine la guerre terminée, on a eu l'idée de filer ça à des enfants. Les fléchettes de jardin vont vite être commercialisées aux États-Unis avec des pics de popularité dans les années 50 et les années 70. On les appelle les Darts, un mix entre javelot et dart, fléchettes. Sur la boîte, des enfants sourient, en short, le soleil brille, mais l'objet lui pèse presque 400 grammes et il peut atteindre une vitesse effrayante. Ça, les hôpitaux vont vite s'en rendre compte. Entre 1970 et 1987, les urgences pédiatriques américaines recensent plus de 6200 blessures liées aux fléchettes de jardin. Parmi elles, des fractures du crâne, des perforations des yeux, et même un cas de paralysie partielle. Mais c'est en avril 87 que tout va basculer. Michelle Snow, une fillette de 7 ans, est tuée dans son jardin à Riverside, en Californie, après avoir reçu une fléchette en pleine tête. Le père de Michelle va alors entamer une croisade pour faire interdire ce jouet. Et il découvre que la Commission américaine de sécurité des produits de consommation, la CPSC, avait déjà envisagé un retrait et que ça n'avait pas suffi. En 88, face à la pression médiatique et aux nouveaux accidents, les fléchettes de jardin sont définitivement interdites aux États-Unis dans les magasins de jouets. Et aujourd'hui, posséder une boîte complète de fléchettes de jardin, c'est comme avoir une relique d'un monde où on ne pensait pas vraiment à la sécurité des enfants. Un monde où on trouvait normal de jouer à qui va planter une fléchette dans le gazon au milieu des enfants en sandales. Et le plus absurde dans tout ça, c'est que le concept revient régulièrement. Des versions en plastique certes, avec des embouts mous, en caoutchouc, mais les collectionneurs, eux, cherchent les vrais, les durs, des mortels. Sur eBay, certaines boîtes originales des années 70 partent à plus de 150 $. Pas pour jouer avec, en tout cas j'espère, juste pour se souvenir.
Se souvenir qu'un jour, on a vraiment cru que filer l'équivalent d'une arme de guerre à des enfants, c'était la bonne idée de l'été. Bon, vous pensez qu'on vient d'atteindre un pic de dangerosité? Eh bien attendez un peu de découvrir ce qu'on a laissé entrer dans les jardins à la même époque. Pas une arme, non? Un jouet, un pistolet à eau. Mais pas n'importe lequel. Le Super Soaker CPS 2000, un jouet tellement puissant qu'il a été surnommé le bazooka de l'été. On est en 96 et la marque Super Soaker est déjà un phénomène mondial. Certes, il y a des pistolets à eau, mais parlons plutôt de Super Soaker, un énorme réservoir qui se fixe, une pompe à main pour la pression. Me voilà. Des centaines de tirs possibles avec Super Soaker, des jets à plus de 10 mètres, une précision extrême, Super Soaker. Alors, on recommence? Super Soaker, c'est idéal. Depuis 1990, ces pistolets à eau sous pression ont révolutionné les jeux d'été. Fini les pistolets cheap qui fuient. Place à des canons à eau capables de te tremper à 10 mètres. Mais cette année-là, Hasbro, qui vient de racheter la marque à Laramie, va sortir un nouveau modèle. Le CPS 2000. CPS pour Constant Pressure System. En gros, un réservoir énorme, une chambre de compression remplie d'eau sous pression, et un système de libération ultra violent. Un tir unique, mais terriblement puissant. Bref, une vraie décharge. Sur le papier, c'est génial. Mais en pratique, c'est un peu too much. Parce que certains estiment que le CPS 2000 pouvait délivrer un jet d'eau à plus de 2 bars de pression, avec une portée de presque 25 mètres. Et ça, pour un enfant de 8 ans, c'est pas un jeu, c'est un canon. Le plus ironique, c'est que l'inventeur de la technologie Super Soaker, Lonnie Johnson, c'est un ancien ingénieur de la NASA et de l'US Air Force. Littéralement un expert en propulsion. Et c'est peut-être ça le problème, il savait beaucoup trop bien ce qu'il faisait. Résultat, de nombreux enfants vont finir aux urgences avec des lésions aux yeux. Le CPS 2000 fait la une des journaux, mais la marque ne va pas s'arrêter là. Dès l'année suivante, elle va commercialiser le CPS 2500 et le CPS 3000, qui sont dotés d'un sac à dos qu'on peut remplir de près de 15 litres d'eau. Oui, là aussi, mieux vaut porter des lunettes de protection. Et c'est un comble quand on sait que la marque Super Soaker s'est fait connaître à l'origine pour sa relative innocuité après le scandale EnterTech en 87. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, ces pistolets à eau là étaient dotés d'une batterie électrique et étaient surtout très proches de véritables armes à feu. Assez pour provoquer une vague de braquages à main armée et des fusillades déclenchées par des policiers persuadés d'avoir vu des enfants de 8 ans avec des Uzi. Une demi-douzaine d'entre eux y avaient laissé leur peau. Mais tous les dangers de l'été n'étaient pas forcément à distance. Certains venaient directement s'attacher à toi, discrètement, autour de ta cheville, avec une petite boule colorée, un câble et une promesse. C'est rigolo! Tu vas sauter! Mais en réalité, tu venais d'attacher à ton corps un projectile rotatif capable de te fouetter le tibia et de te faire chuter la mâchoire la première sur le bitume, ou de frapper ton petit frère en pleine tête pendant qu'il regardait ailleurs. Bienvenue dans l'univers merveilleux du Skip It! Inventé dans les années 80 et popularisé par Tiger Electronics, le Skip It est un jouet actif, vendu comme une alternative ludique à la sédentarité. Tu passes un anneau à ta cheville, tu balances une boule reliée à un câble, et tu dois sauter au bon moment pour ne pas te faire faucher la jambe opposée. Dit comme ça ressemble presque à un jeu sympa. Mais en réalité, c'est une initiation précoce au crossfit, avec une difficulté variable selon la gravité, la fatigue et la position du soleil. Dans les années 90, le Skip It va évoluer. Un petit compteur mécanique est intégré dans la boule pour compter le nombre de sauts réussis. Résultat, les enfants cherchent à battre des records, ils accélèrent, ils forcent, ils tournent plus vite. Et c'est là que les premiers incidents graves vont arriver. Des écoles et des clubs de sport vont signaler des chutes violentes, des entorses, des torsions de genoux, parfois même des fractures. Aux États-Unis, une étude de 95 sur les jouets à usage cardio évoque le Skip It comme une cause de micro-traumatismes répétés chez les enfants. En France, aucune statistique précise n'existe, mais les forums sont formels. Ce truc-là, c'était une arme d'autodestruction en plastique rose. Parce que ce qui rend le Skip It particulièrement traître, c'est qu'il est à la fois dangereux pour l'utilisateur et pour son entourage. Tu rates un saut, tu chutes. Tu vas trop vite, tu perds l'équilibre. Tu joues près de quelqu'un, tu lui balances une boule en plastique dur dans le genou. Voire pire, un article du Los Angeles Times de 1993 évoque même une plainte déposée par des parents contre l'école de leur fille, blessée à l'œil par un Skip It utilisé sans surveillance. Aucune suite judiciaire retentissante, mais encore une fois, un jouet vendu comme inoffensif, alors qu'il aurait mérité un casque, des genouillères et une zone sécurisée.
Et pourtant, malgré tout ça, le Skip It reste un jouet culte. Les pubs de l'époque sont restées iconiques avec leur refrain entêtant. Des centaines de milliers de modèles vont être vendus, et il a même connu un retour dans les années 2000 avec une version digitalisée grâce à un écran LCD. Mais l'âme du truc n'a pas changé. C'est toujours une boule qui tourne, reliée à ta cheville, prête à te désosser si tu perds le rythme. Peut-être qu'on s'est simplement dit que tant que ça lançait pas des fléchettes ou des jets d'eau à haute pression, c'était safe. Mais on oubliait une chose essentielle. L'enfant est son pire ennemi. Et notre prochain et dernier candidat en est la preuve. Parce que l'été, c'est pas toujours le soleil, la piscine et les cris dans le jardin. Parfois, il pleut. Et quand il pleut, on remballe les cordes à sauter, les briquets, les pistolets à eau, et on rentre jouer aux jeux de société. On ouvre une boîte en carton, on sort des pions, des cartes, un dé, et on se dit que pour une fois, on risque rien. Mais ça, c'était avant qu'un jeu littéralement toxique débarque dans les rayons. Un jeu où le danger ne vient pas du hasard, ni d'un mauvais lancer. On est en 2007 et la série Les Experts, ou CSI Crime Scene Investigation pour les intimes, cartonne absolument partout dans le monde. La mode est aux séries policières, aux autopsies numériques, à la traque de traces ADN. Alors forcément, quelqu'un s'est dit, et si on faisait un jeu pour enfants avec des empreintes digitales comme dans la série? Le kit s'appelle donc Les Experts Empreintes Criminelles. La boîte est jolie, il y a des fiches de suspect, un tampon d'empreinte, un pinceau et une poudre noire pour révéler les traces. Le jouet est vendu dans les rayons pour enfants, parfois juste à côté du Cluedo Junior. Et là, tout dérape. En décembre 2007, une enquête du Chicago Tribune révèle que cette fameuse poudre noire est contaminée à la trémolite, une forme d'amiante particulièrement dangereuse, interdite aux États-Unis depuis la fin des années 70. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on n'a plus d'empreinte. L'amiante, c'est un cancérigène avéré. Respirer une fibre, une seule, peut suffire à provoquer un mésothéliome, un cancer de la plèvre. Et là, on parle d'un jeu conçu pour que les enfants saupoudrent la poudre, l'étalent, la manipulent avec leurs petites mains. Et dès la publication de l'article, c'est la panique. La société Planet Toys, qui commercialise le kit, va nier tout d'abord toute responsabilité. Puis elle tente d'expliquer que la poudre n'est pas censée être respirée. Oui, mais comment est-ce qu'on fait pour empêcher un enfant de 8 ans de respirer un nuage de poudre noire posé sur une table? Aux États-Unis, les magasins Toys R Us ou Walmart vont le retirer immédiatement des rayons. Un rappel officiel est lancé, et entre-temps, plus de 20 000 exemplaires avaient déjà été vendus. En France, le jeu a été commercialisé en plus petite quantité, mais il n'a jamais fait l'objet d'un rappel officiel. Probablement faute d'analyse locale, mais visiblement, le contenu était identique. Et vous savez le plus flippant, c'est qu'on en trouve plein sur le bon coin. Oui, un jouet vendu aux enfants contenant de la poudre potentiellement mortelle, et c'est pas un accident d'usage, pas une erreur de montage, mais une contamination invisible, inhalable et surtout terrifiante. Et c'est ça le plus fou. Tous les autres jouets dont on a parlé aujourd'hui faisaient mal de façon visible. Un coup, une chute, un cri, mais ce jeu-là, non. Il faisait pas mal sur le coup, il restait là dans les poumons. Et c'est peut-être ça qui est encore plus inquiétant. Un jeu de société, un jour de pluie, un faux crime à résoudre, et un vrai poison dans l'air. Alors on a parlé de jouets d'été, de trucs censés t'occuper pendant les vacances, te faire bouger, t'amuser, t'éclabousser, et qui en réalité ont failli te fracturer, t'aveugler ou t'empoisonner. Et ce qui est peut-être le plus effrayant, c'est que personne ne nous avait prévenu. Ni les pubs à la télé, ni les vendeurs en rayon, ni même les notices, quand il y en avait une. Des fléchettes issues de la Première Guerre mondiale, un canon à eau qui aurait pu servir à disperser une manif, une boule à la cheville qui frappait comme un fléau médiéval, et un jeu de société qui t'enseignait la criminalistique pendant qu'il t'intoxiquait discrètement. Mais tout ça, on s'en rendait pas compte, parce qu'on était des gosses, et qu'à cet âge-là, tant que c'est coloré, on pense que c'est sans danger. Alors, si tu as grandi avec un genou écorché, un bleu un peu bizarre, ou une anecdote qui commence par « J'ai failli perdre un œil, mais c'était marrant », eh bien, raconte-la en commentaire. On est entre survivants, et si tu veux qu'on remette ça, qu'on explore d'autres jouets dangereux, interdits, oubliés, ou passés sous silence, alors abonne-toi à la chaîne, parce que ce n'est que le début. Il reste encore bien des jouets dans les cartons, et certains d'entre eux devraient peut-être y rester. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, lâchez votre meilleur pouce bleu, quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.